Peu avant le lever du soleil, les Caraïbes sont calmes. L'USS Gravely maintient son cap avec régularité, une mission de routine, légalement couverte, sans spectaculaire. Mais tout change en quelques secondes. Un contact sans identification claire apparaît sur le radar. L'approche semble délibérée, non accidentelle. Soudain, des coups de feu retentissent. Des colonnes d'eau s'abattent dangereusement près du destroyer américain. Pourquoi un patrouilleur vénézuélien ouvre-t-il le feu sur un navire de guerre américain dans les eaux internationales? Était-ce une erreur due à la nervosité ou une provocation délibérée? Et que se passe-t-il lorsqu'une partie pense pouvoir repousser les limites petit à petit, sans risquer de conséquences? C'est précisément là que commence un jeu dangereux de perception, de pouvoir et de malentendu. Un jeu où la retenue peut être interprétée comme une faiblesse et où un seul faux pas suffit à déclencher une crise régionale. Pour saisir l'importance de ce moment, il faut comprendre ce que faisait l'USS Gravely à cet endroit. Les Caraïbes ne sont pas une zone périphérique neutre, mais l'une des routes maritimes centrales pour le trafic de drogue vers l'Amérique du Nord. C'est précisément pourquoi l'US Navy et l'US Coast Guard opèrent ici conjointement depuis des décennies. Ces opérations sont de routine, elles sont publiquement connues et elles suivent des règles claires du droit maritime international. Ce matin encore, l'USS Gravely se trouvait en dehors de toute zone de souveraineté nationale. Elle n'est pas entrée dans les eaux vénézuéliennes, n'a menacé aucune unité étrangère et n'a pas dévié de son modèle de patrouille approuvé. D'un point de vue juridique, le navire américain était exactement là où il était autorisé et faisait exactement ce pourquoi il avait été mandaté. C'est précisément là que naît la question centrale de cet incident. Pourquoi un État réagit-il par la force militaire à une présence légale dans les eaux internationales? Pourquoi une mission établie depuis des années est-elle soudainement interprétée comme une provocation? C'est le véritable problème fondamental. Lorsque des opérations légitimes sont interprétées comme un acte hostile, la limite de l'acceptable commence à se déplacer. Aujourd'hui, c'est un patrouilleur. Demain peut-être quelque chose de plus grand. Et c'est précisément ce glissement progressif qui rend de tels incidents si dangereux. Il crée de l'incertitude, teste les réactions et soulève la question de savoir si le droit maritime en vigueur est encore suffisant pour prévenir l'escalade. À ce stade, il devient clair qu'il ne s'agit pas d'un simple incident isolé. Ce comportement s'inscrit dans un schéma que les analystes militaires observent depuis des années. C'est la stratégie de la zone grise. Pas de confrontation ouverte, pas d'acte de guerre clair, mais des actions ciblées en dessous du seuil d'escalade. Des patrouilleurs s'approchent agressivement, des aéronefs restent à proximité, des perturbations électroniques apparaissent et disparaissent. Tout semble aléatoire, mais rien ne l'est. Pourquoi cette tactique? Parce qu'elle génère de la pression sans forcer formellement la responsabilité. Un petit patrouilleur est idéal pour cela. Militairement, il ne représente pas une menace réelle pour un destroyer moderne, mais politiquement, il est facile à justifier. Si quelque chose tourne mal, tout peut être présenté comme un malentendu. En même temps, on recueille des informations précieuses. À quelle vitesse l'adversaire réagit-il? Quels systèmes sont activés? Comment change le cap et la vitesse? Chaque approche mesure les limites. Chaque réaction fournit des données. Les tirs suivent également cette logique. Ils n'étaient pas destinés à causer des dommages, mais à produire un effet. Attention, pression, incertitude. Mais c'est là que réside le véritable danger. Que se passe-t-il si une partie croit que ces jeux peuvent continuer indéfiniment? Et si l'autre partie a déjà décidé qu'une ligne rouge était tracée ici et ne devait pas être franchie? À bord de l'USS Gravely, les tirs n'ont pas été suivis d'une riposte réflexe. Au lieu de cela, une phase s'est installée qui en apparence semblait calme, mais qui était en interne hautement concentrée. Les alarmes retentissaient, les postes de combat étaient occupés, les poursuites de cibles étaient stables. Le destroyer a commencé à modifier légèrement son cap et sa vitesse. Pas de manœuvre brusque, pas de menace visible. Pour les observateurs, cela pouvait ressembler à un recul, mais c'est précisément là que résidait l'intention. La navigation maritime moderne se décide rarement au premier moment de violence. Elle est décidée par la géométrie, par les distances, les angles et la clarté des informations. À chaque ajustement, le Gravely a éloigné le patrouilleur vénézuélien d'un environnement confus, loin des îles, des eaux peu profondes et des perturbations. La haute mer signifie des images de capteurs nets, des marges de manœuvre plus grandes et des options claires. C'est précisément là que réside l'avantage structurel d'un destroyer américain. Pendant ce temps, la liberté d'action est restée entièrement préservée. L'escalade était possible, la désescalade aussi.
Rien n'a été forcé, rien n'a été laissé au hasard. Cette retenue n'était pas de l'hésitation, mais une formation consciente de l'espace de combat. Mais c'est précisément là que commence le problème suivant. Que se passe-t-il si ce contrôle n'est pas perçu comme une force de l'autre côté? Que se passe-t-il si le calme est interprété comme de l'incertitude et la patience comme une invitation à augmenter davantage la pression? Du point de vue vénézuélien, les mouvements de l'USS Gravely racontaient une autre histoire. Il n'y a pas eu de riposte, pas d'approche agressive, pas de signe visible d'escalade. Le destroyer américain a créé de la distance. Dans de nombreuses rencontres maritimes régionales, ce comportement est interprété comme de la prudence, parfois même comme un recul. La pression semblait fonctionner. Alors pourquoi s'arrêter? Pourquoi désamorcer la situation si l'adversaire semble laisser de l'espace? Ainsi, le patrouilleur est resté présent. Les distances ont fluctué, les caps se sont à nouveau rapprochés. Les drones sont restés dans l'espace aérien. Les perturbations électroniques n'avaient pas complètement disparu. Chaque facteur pris individuellement aurait peut-être encore pu être toléré. Pris ensemble cependant, un schéma s'est dégagé. Et les schémas sont cruciaux dans la pensée militaire. Un incident isolé peut s'expliquer, une chaîne d'action, non. C'est là que réside le plus grand problème de tout cet incident. Les deux parties ont agi rationnellement, mais selon des logiques totalement différentes. L'une tentait par le contrôle de gagner en clarté et de réduire les risques. L'autre croyait pouvoir établir une domination psychologique par la persévérance. Mais ces deux points de vue s'excluent mutuellement. Plus cette erreur d'interprétation persiste, plus le danger est grand que la retenue ne stabilise plus, mais génère de nouveaux risques. À ce stade, la fenêtre de temps a commencé à se refermer. Pour la partie vénézuélienne, chaque minute supplémentaire sans réaction agissait comme une confirmation. Pour la partie américaine, il est devenu clair que la seule patience ne suffisait plus à réduire la pression. La situation s'est éloignée de l'ambiguïté pour aller vers la décision. Et c'est précisément là que se pose la question décisive. Que se passe-t-il lorsque le contrôle atteint ses limites et que la retenue perd son sens? Lorsque la situation a atteint sa phase la plus critique, tout était déjà préparé à bord de l'USS Gravely. Les mouvements du patrouilleur vénézuélien sont restés dans une zone que la doctrine d'engagement américaine ne peut pas accepter durablement. La proximité a persisté. Les drones n'ont pas complètement disparu. La perturbation électronique était atténuée, mais non terminée. Pris ensemble, une image claire s'est dégagée. Non pas d'un acte isolé, mais de la somme de toutes les étapes. C'est précisément là que la zone grise se termine et que la responsabilité commence. Le Gravely a modifié son cap une dernière fois. Pas d'approche, pas d'accélération démonstrative. Il s'agissait de géométrie, non de gestes menaçants. Les capteurs, les systèmes de conduite de tir et les zones de défense ont été positionnés à leurs angles optimaux. À ce moment, la question n'était plus de savoir si l'on pouvait agir, mais si la retenue créait encore de la sécurité. La réponse fut silencieuse, sans hâte, sans mise en scène. Un seul coup précis a suivi. Pas une tentative de destruction, mais une neutralisation ciblée. Les capteurs ont été désactivés, le commandement s'est effondré, la mobilité du patrouilleur a pris fin. La menace immédiate a été neutralisée. Presque simultanément, les drones restants ont été éliminés. En très peu de temps, la situation a complètement changé. Plus de pression, plus d'approche, plus d'ambiguïté. Le navire vénézuélien dérivé, inopérable, non coulé, non poursuivi. Le message était clair et contrôlé. Une limite avait été franchie, et cette limite ne serait pas repoussée davantage. Ce qui s'est passé après est crucial. L'USS Gravely ne s'est pas retiré. Il a poursuivi sa mission comme si elle n'avait jamais été interrompue. Pas d'interruption, pas de retrait démonstratif. C'est précisément là que résidait le véritable signal. Les eaux internationales restent ouvertes, les missions légitimes perdurent, et la seule pression ne suffit pas à mettre fin à une présence. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle soulève des questions plus vastes. Combien de fois la retenue peut-elle être mal comprise avant de se transformer en contrainte? Combien de tests un système basé sur des règles peut-il supporter avant que ces règles ne doivent être appliquées? Et que se passera-t-il la prochaine fois que quelqu'un croira pouvoir repousser les limites un peu plus loin? Si tu veux comprendre comment la puissance militaire moderne est utilisée aujourd'hui, pourquoi la patience est parfois plus dangereuse que la force et où se situent les lignes invisibles en mer, alors reste connecté. Abonne-toi à la chaîne et accompagne-nous dans d'autres analyses où il ne s'agit de gros titres, mais de la mécanique derrière les décisions.